Salut à tous, un plaisir de vous retrouver pour Sofage So Good, l'occasion de célébrer la vie qui reprend ses droits en Israël. Le concert de Shalom Chanor a marqué le début de la reprise des festivités. À l'honneur cette fin de semaine, également une femme qui a levé 100 millions de dollars pour la start-up qu'elle dirige, une première à plus d'un titre. On parlera cuisine, kasher aux Émirats Arabes Unis et pâtisserie avec Muriel Benenos qui nous donnera de bons conseils. Je vous emmènerai également dans le désert de Judée avec Danny Cohen. Et puisqu'on peut se rassembler, eh bien on se retrouvera au Ésor avec Jérémy Orgen pour une programmation super pointue. Tel Aviv réouvre ses portes et c'est tant mieux. Alors ne cachez pas votre joie et restez avec moi. Il y a quelques jours, Tel Aviv a donné le signal de la reprise d'une vie normale. Qui n'a pas vu circuler les images du concert de Ivry Leader ou de Shalom Chanor, eh bien, n'a rien vu. Alors que le monde nous regarde éberlués et plein d'envie, c'est armé de masques et du passeport vert, en fait de la preuve qu'on a bien été vacciné 2 fois avec la date de validité de notre vaccin, que 500 privilégiés ont pris place dans le stade de Bloomfield qui en contient 30 000. Un concert intime, comme avant, ou presque. Shalom Chanor est monté sur scène, accompagné du maire de Tel Aviv, Ron Hulday, pour donner le coup d'envoi de la reprise de la fiesta dans la ville blanche, feux d'artifice compris. Un grand bonheur pour tous les chanceux qui ont réussi à acheter des billets et à pénétrer dans le stade rénové, malheureusement déserté depuis 1 an. Corona oblige. Forcément, c'était certes un peu bizarre d'aller au concert sans avoir le droit de danser, sans apporter de nourriture et en étant obligatoirement vacciné. Mais un vent de liberté a soufflé sur Bloomfield. Alors merci à la municipalité de Tel Aviv-Yafo qui a organisé et sponsorisé l'événement. Les places en fait coûtaient seulement entre 69 et 99 shekels et malgré l'excitation, ils ont réussi à faire respecter les règles. Enfin presque. Des bouteilles d'eau ont été placées sous les chaises. Des couvertures, des masques ont été distribués à l'entrée du stade. Bon, je précise quand même que pour la chanson Sofonat à Tapozim, tout le monde était debout et déchaîné. Et oui, au diable les PV et vive la liberté! Et puisque c'était la journée de la femme cette semaine, un coup de chapeau s'impose pour Einat Guez, qui a conclu un fabuleux accord à la fin de sa grossesse et a levé 100 millions de dollars pour Papaya Global, la société qu'elle a cofondée et dont elle est la PDG depuis 2016. Ainsi, la valorisation de sa société est passée au-dessus du seuil de 1 milliard de dollars. Cette levée de fonds en fait la première licorne d'Israël. Et oui, quand on lève 100 millions de dollars dans le monde des startups, eh bien on devient une licorne. Papaya Global, qui gère de la main-d'œuvre, est en plus la seule licorne israélienne à être dirigée par une femme. Leur force, ils ont développé une solution de premier ordre pour intégrer les nouveaux employés, automatiser la paye et gérer une main-d'œuvre mondiale, et ce dans plus de 140 pays. L'équipe de Papaya s'étend effectivement et actuellement à Tel Aviv, à New York, à Austin, à Londres, à Kiev, à Melbourne et prévoit de tripler sa croissance d'année en année en termes de clients, de revenus, d'employés, bref, un carton. Guez est également très consciente qu'elle se démarque sur la scène locale, étant la première femme fondatrice dont l'entreprise a atteint le statut de licorne. Et tout cela alors qu'elle était enceinte. J'ai signé l'accord d'investissement initial 2 semaines après l'accouchement et je n'étais pas certaine que ce soit la bonne chose à faire pour moi. Mais j'ai toutefois décidé d'y aller parce que c'était la bonne décision pour l'entreprise. Et je ne me dirai donc pas que je suis limitée parce que je suis une femme, a-t-elle déclaré au magazine Calcalis. Guez a ajouté qu'elle n'avait pas parlé de sa grossesse et à personne. Elle avait pu la cacher facilement parce que tout était en Zoom. Elle a prouvé ainsi que la grossesse n'était pas un obstacle et a espéré que son aventure permettra à de nombreuses licornes d'être dirigées par des femmes à l'avenir. Vous le savez tous, l'an dernier, Israël et les Émirats Arabes Unis ont signé un traité établissant les débuts de leurs relations diplomatiques. Certains avaient déjà pressenti le changement. Plus d'1 an auparavant, les restaurateurs émiratis cherchaient à se rapprocher de la culture juive. Comment ? Par le biais de la cuisine. Et oui, de la cuisine
cachère d'une expatriée sud-africaine. Elle s'appelle Ellie Kriel. Après avoir proposé des repas cachers aux touristes pendant des années, elle se retrouve au centre d'une industrie florissante grâce aux accords de normalisation. Cette sociologue de formation a emménagé en 2013 quand son mari a été muté aux Émirats. Quand la famille Kriel est arrivée à Dubaï, quelques 70 familles juives vivaient aux Émirats et l'infrastructure communautaire était très limitée, ce qui rendait l'observation de la cache-route difficile. Kriel remplissait ses valises de nourriture cachère, notamment de la viande surgelée, des préparations pour gâteaux, à chaque fois qu'elle voyageait et demandait à ceux qui arrivaient d'Afrique du Sud de lui ramener des produits cachers. Une fois installée, la famille a commencé à organiser des dîners pour les juifs du pays et la nouvelle s'est évidemment répandue. Les touristes juifs en vacances ou en voyage d'affaires contactaient Kriel pour qu'elle prépare des repas cachers. Elle le faisait gracieusement. Quand les Émirats ont organisé en 2018 une importante conférence interreligieuse, les organisateurs l'ont sollicitée pour nourrir la délégation juive. Et elle est devenue la chef cachère incontournable des Émirats arabes unis. Cette jeune femme a tout compris. Non seulement elle a répondu au besoin de manger cachère, même à Dubaï, mais aussi à celui de déguster des spécialités locales. Après tout, aucun intérêt de manger un burger cachère à Dubaï, beaucoup plus intéressant de découvrir la cuisine émirati. L'année dernière, Kriel a donc lancé Kosherati, qui commercialise la cuisine émirati certifiée cachère, ainsi que des plats associant la cuisine juive et émirati. Elle a également ouvert un restaurant éphémère cachère en décembre au Hilton Ala Hadbour City de Dubaï. Bien sûr, le Covid-19 est passé par là. Et le restaurant, ses 3 chefs et ses 12 employés ont dû baisser le rideau. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'en cuisinant cachère, elle a trouvé d'autres clients chez les musulmans locaux. Les Émiratis qui voyageaient aux États-Unis ou en Europe et qui ne trouvaient pas forcément de nourriture halal se tournaient vers les restaurants cachères. Et du coup, ils ont développé un certain goût pour la cuisine juive traditionnelle. Ils se languissaient de ses saveurs. Alors parmi ces musts, on trouve le kugel balalit, un plat émirati composé de vermicelle et d'œufs servi au petit déjeuner avec un gâteau de pâte sucrée tout droit sorti de la cuisine ashkénaze. Et puis le pain de la paix, un mélange de challah et de kamir, un pain pita épicé typique aux Émirats. Alors en attendant la réouverture de son restaurant, Kriel prophétise, dans 6 mois tout sera différent, nous pourrons aller au supermarché et y trouver des produits cachers complètement dingues. Et nouvelle qui va réjouir les fans de basket à présent, l'Israélien Deni Avdia, nouvelle recrue de la NBA, est nommé dans l'équipe des Rising Stars Challenge de la NBA. Ce challenge met en vedette les 20 meilleurs joueurs de la ligue dans leur première et deuxième saison. Avdia, premier choix de la sélection des Washington Wizards cette saison, et numéro 9 de l'équipe, devrait représenter la World Team contre une équipe américaine lors du All-Star Weekend, mais à cause des restrictions du Covid, ils n'y participeront pas cette année car les événements All-Star ont été condensés sur une seule journée d'activité. Avdia, 20 ans, a connu des hauts et des bas lors de sa première saison, notamment parce qu'il a contracté lui-même le Covid-19, ce qui l'a mis sur la touche pendant 3 semaines en janvier. Alors, peu de temps après son retour, l'allié de 2,10 m a perdu sa place dans la formation de départ, mais son entraîneur Scott Brooks a affirmé qu'il n'avait pas perdu confiance en sa recrue. Avdia marque en moyenne 6 points et 4,6 rebonds en 21 minutes par match. Les Wizards ont célébré la nuit du patrimoine juif jeudi soir et l'artiste israélien Kobi Aflalo a même chanté l'hymne national. Avdia s'est adressé à ses fans en hébreu et en anglais, des messages vidéo également de l'ancien joueur de la NBA, Omri Caspi, ont été diffusés tout au long du match. Et après toutes ces bonnes nouvelles, on a demandé à notre charmant guide, Danny Cohen, de nous parler de sa balade en Jeep dans le désert. Instructive et totalement dépaysante, ça tombe bien, c'est exactement ce dont on a besoin. Salut Dani, on est super content de te retrouver. Alors moi particulièrement, après ce tioul en plein Tel Aviv qu'on a eu l'occasion de faire ensemble cet été, là tu nous proposes un truc complètement différent. On part dans le désert de Judée, ça tombe bien parce que franchement, après ces jours confinés entre 4 murs, on a envie de profiter de la nature. Vous allez être complètement déconfiné parce qu'on va complètement être dépaysé puisqu'on va aller s'orienter vers le désert de Judée. Le désert de Judée, c'est un endroit magnifique qui se trouve entre Jérusalem et la mer Morte.
Et là, on a un programme hyper chargé pour pouvoir se déconfiner. Ça va commencer au départ de Tel Aviv. Et là, on va faire 2 heures de jeep pour aller voir les différents monastères là-bas. Et puis, on va arriver à l'endroit où ont été retrouvés en novembre 47 les parchemins de la mer Morte. C'est une journée qui est complètement dépaysante. On va aller voir aussi le fleuve du Jourdain, le fleuve qui sépare de la Jordanie d'Israël. On va aller rencontrer les chameaux, on va aller rencontrer l'histoire. Et puis, c'est un monde qui est complètement étranger, surtout aux gens qui habitent Tel Aviv, de faire cette approche avec le désert de Judée, cette fameuse désert de Judée, où il y a eu le prophète Élie, Ézéchiel, Jérémie, etc. C'est un endroit qui va vous dépayser. Là, on voit des photos de chameaux. Alors, il y en a plein, c'est incroyable. Ils traversent les rues, c'est des trucs qu'on n'a jamais vus. C'est pris où, ces photos-là? Il n'y a pas plus surprenant que le désert de Judée. Il suffit de rouler une demi-heure après Jérusalem, à l'ouest de Jérusalem, et découvrir un autre monde. C'est un peu abandonné là-bas. C'est autour de Jéricho. C'est complètement sûr. C'est le territoire B. C'est la route 90. Et à partir de cette même route, on va faire des pénétrations au sein même du désert. C'est pratique. Et on va descendre de la falaise de la mer Morte. Vous savez, cette fameuse falaise qui se trouve à droite de la mer Morte quand on va vers la mer Morte au Kohelat. Et on va la descendre à pied. Mais avant de la descendre à pied, on va aller en jeep dans le désert pour voir les monastères qui ont été construits au 5e, 6e siècle. Et on est dépaysé. Les seules choses qu'on va rencontrer là-bas, c'est les Bédouins de la tribu Ta'ammare, cette même tribu qui a trouvé les parchemins de la mer Morte en 47. Et les chameaux, c'est tout ce qu'on va rencontrer là-bas. Il n'y aura pas de réseau dans le téléphone. Il faudra amener son sandwich. Et ça va être complètement une visite qui va vous dépayser, il va vous changer de la pression qu'on a dans la ville. Bah ça c'est clair, alors c'est vraiment très très beau, on voit les images qui défilent, on est déjà parti en voyage avec toi. Alors ce qui est génial aussi, c'est que non seulement on aura l'expérience de cette découverte, ce plaisir des yeux, mais en plus je crois que David Shapira, un historien qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup sur Studio Kalita, sera de la partie pour la partie un peu plus, on va dire, historique et pour les dates et comprendre exactement ce qu'étaient les Esséniens, parce que c'est un peu le thème du voyage. Voilà, alors d'abord, montrer les photos, ça explique tout, parce que je peux vous raconter le désert pendant des jours, ça ne vous donnera pas l'impression mieux que les photos. Mais ce qu'il y a de particulier dans cette visite dans le désert de Judée, on va rencontrer la Jordanie, on va être tout près de la Jordanie, on va être dans le désert, mais c'est ce duo qu'il va avoir entre moi et David. Parce que David et moi, c'est 2 personnes complètement opposées, c'est 2 idéologies complètement opposées, c'est 2 historiens. Lui, c'est un vrai historien. Moi, je ne suis que guide, baroudeur. Et lui, c'est un historien qui connaît la source. On va rencontrer pourquoi les moines chrétiens viennent du désert de Judée, pourquoi le christianisme va naître dans le Judée, pourquoi le judaïsme va rentrer en Israël grâce à Josué qui va rentrer en Israël à ce même endroit, dans un endroit qui s'appelle Kasser el-Yehoud, le château des Juifs. Comment Josué, avec l'arche de l'Alliance, va rentrer en Israël, comment il va passer une nuit et il va conquérir Jéricho. On va avoir le livre de la Torah dans la main, le Nouveau Testament dans la main, et puis surtout ce sentiment de liberté, parce que le désert est immense. Ouais, il fait 40 km de long sur 10 km de large, avec ces montagnes. On va expliquer la cassure syro-africaine, et puis bien sûr, on va faire des pauses café, des pauses sandwich, avec une vue extraordinaire. Les vues sont magnifiques, de la falaise de la mer Morte. Ouais, tu nous as convaincus. On voit la mer quand on est tout en haut. Évidemment, c'est vraiment splendide. Alors, évidemment, c'est pas gratuit. Ça coûte un peu d'argent, mais en même temps, il y a la Jeep, il y a le guide. Voilà. Puis vous n'avez pas bossé depuis très longtemps, donc nous, ça nous fait aussi plaisir de vous mettre aujourd'hui dans Sofa Show Good à l'honneur. Alors, on peut donner le prix de cette journée de randonnée? Alors, avant de donner le prix, oui, bien sûr. On va dire aux gens qui viennent de Tel Aviv, c'est une promenade hyper sécurisée. Mais attends, tu parles que des gens de Tel Aviv et les autres, et ceux de Natania, d'Ashdod, de Haïfa, on n'a pas le droit. Ou nous rejoindre à Tel Aviv, ou nous rejoindre directement à l'entrée du désert dans la région de Ma'ale Adumim. Ça coûte 400 shekels, tout compris, les entrées, la Jeep, mais il faudra amener le sandwich. Le sandwich n'est pas compris. Okay. Il y aura des pauses café, il y aura des paysages extraordinaires. Il faudra mettre des chaussures de marche parce qu'on va marcher 2 heures où on va descendre de la falaise jusqu'au site de Qumran et on va voir les textes, on va comprendre les textes, on va mettre les pieds dans l'eau dans le Jourdain,
On va traîner dans le désert de Judée. Ça va être vraiment... C'est une journée que je ne peux pas expliquer, il suffit de regarder les photos. Ouais, ça va être vraiment magnifique, ça c'est sûr. Alors évidemment... Cathy, je t'invite. Attention, Cathy, toi, je t'invite. Parce que souvent, on a parlé de cette balade et tu n'avais pas le temps de venir. Il faut venir, il faut mettre des bonnes chaussures, une bouteille d'eau. Et ça va être magnifique. C'est une grosse journée au départ de Tel Aviv et au retour de Tel Aviv. On finira cette balade vers 16h à peu près. Et puis surtout, cette rencontre entre ces deux personnages. Moi, qui est un passionné de désert. Mais David Shapira, il faut comprendre qui est David Shapira. C'est un personnage qui va approfondir toute l'histoire. Alors justement David, on va découvrir encore, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, David. D'ailleurs, c'est sur sa page Facebook qu'on peut avoir tous les détails. On peut réserver. Tu nous as mis l'eau à la bouche. Vraiment, on est très content de t'avoir eu cette semaine avec nous. Et promis, je suis sûre qu'il y aura plein de gens qui vont participer à cette merveilleuse balade dans le désert. Ciao. Si vous avez envie d'écouter de la musique et de passer une soirée qui déménage, rendez-vous dans la salle de concert à Ezor. Jérémy Orgen nous donne la programmation, réouverture le 16 mars, avec des artistes pointus, des jam sessions, retour à la vie, ou retour à la vie, retour à la vie. Jérémy Orgen, salut, ravi de te retrouver dans ton antre. Salut Cathy et salut à tous nos chers téléspectateurs. Voilà, téléspectateurs, auditeurs, tous ceux qui nous regardent. Bref, on est super contents parce que Tel Aviv prend des airs de liberté. Les concerts reprennent, les cafés se peuplent. Et au Ezor, ça bouge aussi forcément. Tout à fait, on est en train de se préparer pour la reprise d'activité la semaine prochaine. Alors comme d'habitude, tu as un panel de musiciens extraordinaires, il y a plein de trucs super sympas qui se passent et nous, on aime bien être au courant un petit peu des musiciens à suivre, des groupes sympas à voir, donc tu vas tout nous dire, j'imagine. Eh bien, merci du compliment. Effectivement, comme d'habitude, il y a une programmation qui est un peu hors des sentiers battus et qui présente des formations musicales qui sont à la pointe de leur style. Notamment, j'ai le plaisir de vous convier au concert d'un groupe qui s'appelle Apifera. Le nom vous dira pas grand-chose parce que c'est quelque chose de relativement récent, mais c'est un groupe qui rassemble des musiciens du plus haut niveau du jazz, des ex-collaborateurs d'Avishai Cohen, Amir Bressler, qui est un batteur exceptionnel, Nita Hershkovitz, qui est un pianiste génial, et tout ce groupe est produit par Yuvi Chavkin, qui est aussi un producteur très en vogue, et la collaboration entre il y a encore aussi Jonathan Albalak et guitariste, et la collaboration entre ces quatre a généré un album qui est sorti il y a quelques mois qui a attiré l'attention. Beaucoup d'amateurs de musique bien pointus qui ont remarqué cet album. Et là, c'est, je pense, la première fois en fait que ce groupe va se produire en live. Bah, c'est trop bien. Alors, c'est quand ? Ça va être quand ? Tu sais ou pas encore ? Alors, pour l'instant, oui, ça est prévu pour le samedi Motzei Shabbat, pas celui d'après, le 20 mars. Okay. Venez en force, venez prendre du plaisir et passer du bon temps avec nous. Voilà, et puis c'est pas n'importe quoi, parce que je crois qu'ils ont été signés chez un gros label américain. Absolument, Stone Throw Records, qui est un label qui regroupe un catalogue de grosse envergure, et c'est un honneur d'ailleurs d'avoir un groupe israélien inclus sur ce catalogue. C'est quelque chose qui est tout un phénomène assez récent également. Et on peut s'attendre à ce que ça réverbère aussi de façon mondiale. On aime bien parler des Israéliens qui réussissent, qui cartonnent, ça nous plaît. Et puis alors chez toi, c'est génial parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. Alors il y a d'autres groupes à découvrir, je crois, à partir du 16 mars au Ezor. Voilà, alors ce qu'on va faire, on va reprendre l'activité à partir du 16. Jusqu'à la fin du mois, il y aura tous les soirs des jam sessions, c'est-à-dire des rencontres de musiciens. Ouais, tu dis ça comme ça, des rencontres de musiciens, c'est la folie, tu veux dire. On peut dire ça, en tout cas, on peut espérer. C'est une rencontre non formelle de musiciens du plus haut niveau qui viennent ici pour se retrouver. D'une manière générale, c'est la vocation un peu du Ezor qui, en plus d'une salle de concert traditionnelle, on va dire, fonctionne comme le repère et le lieu de rencontre
des musiciens. Une grande partie de la communauté des musiciens professionnels. Bah alors, c'est pas des groupes, hein, c'est ça qu'il faut bien faire comprendre au public, c'est des pros non, qui viennent. ce ne sont pas des groupes, ce sont des musiciens qui, encore une fois, du plus haut niveau, qui vont se retrouver ici pour improviser ensemble et pour laisser les muses les animer. À notre grand plaisir, surtout que c'est toujours génial et toujours sympa, toujours inattendu. Mais là, comme il y a eu 1 an de battement depuis que cette activité a eu lieu, je pense qu'il y aura en plus un degré de... Beaucoup d'agitation, beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Tout à fait. Alors, évidemment, quand on connaît Jérémy Orgen et ta passion pour le reggae, on imagine qu'il y aura bien un petit groupe de reggae dans tout ça. Absolument. Voilà, ça fait partie intégrale du menu pour ceux qui connaissent. Notamment une soirée avec plusieurs groupes de reggae locaux qui vont se retrouver, dont le mien, Ronald Reggae, que je vous invite à connaître sur YouTube. If I'm not back again this time tomorrow, pass it on, save me some for later. Et un autre groupe dont on a parlé dans nos rencontres précédentes, un groupe de The Young Israelites, les jeunes Israélites, qui ont sorti un album aussi il n'y a pas longtemps, qui a été diffusé, publié, écouté et apprécié en Angleterre et en Jamaïque, les 2 berceaux du reggae international. Soirée jamaïcaine, roots en perspective. Je pense que ça va être sympa. Pas encore de date pour cette rencontre précise, mais ça ne saurait tarder. Je vous invite à venir alors on monte sur le site, c'est ça site. On monte sur le site, voilà. C'est quoi l'adresse du site? Alors, facile, Haezor, comme on entend phonétiquement en hébreu, Haezor, Haezor.com. Et on réserve sa place sur Internet ou on peut venir sans place? Alors, pour l'instant, avec les... on est quand même en post-corona. Nous sommes en mesure de vendre des places uniquement à l'avance, en espérant que bientôt ça aussi se débloque pour permettre aux gens de se pointer et d'arriver sur place de façon plus spontanée. Voilà, donc on est un petit peu moins spontané, mais c'est pas grave, on s'organise un peu à l'avance. Bien sûr, c'est que ça se passe. Voilà, exactement. C'est ouvert pour les vaccinés, évidemment, il faut montrer patte blanche à l'entrée. Ouvert pour les vaccinés, bien entendu, ouvert pour les personnes qui ont déjà subi la maladie, et ouvert aussi pour les non-vaccinés et tout le reste du public qui est en mesure de présenter un test négatif d'attendre 48 heures au maximum, selon les directives. La réglementation qui est bien sûr provisoire. Je présume que ces choses-là vont se débloquer dès on que... espère. Bon, en tout cas, bien sûr. En tout cas, Jérémy, merci. Voilà, tu nous as mis l'eau à la bouche. Merci on est impatients de venir te voir, toi et tous les musiciens qui vont traverser les murs du Hésor. C'était un plaisir de t'avoir. On se retrouve une prochaine fois. Impatient de vous accueillir de mon côté aussi. Et à très bientôt, j'espère. Ciao. Le jour, elle dirige une tipatre à lave, la nuit, elle pâtisse. Ses choux et ses gâteaux sont à tomber. Bienvenue à Muriel Benenos dans Sauvage So Good. Muriel, bonjour, ravie de te retrouver. Alors, tu es multitask, hein, on a l'habitude de te voir sur notre studio, mais là, pour le coup, c'est ta passion pour la pâtisserie qui prend le dessus. Tu nous donnes un truc, une petite recette facile à faire. Bonjour Cathy, bonjour tout le monde. Une petite recette très facile et très rapide à faire, des petits chocolats, des chocolats au pralin, des rochers. Alors, on y va. Alors, on va avoir besoin de 100 grammes de chocolat. Chocolat noir, chocolat au lait, c'est vous qui décidez. 120 grammes de pralin. Moi, j'aime bien utiliser le pralin en crème. On peut aussi en prendre en poudre s'il y en a. C'est tout à fait, ça donne le même goût. 20 grammes de feuillantine. Ça va donner le croquant au chocolat. Si on n'a pas de feuillantine, alors on peut prendre des grains de riz soufflé, on peut prendre des cornflakes qu'on va écraser, on peut y mettre des amandes si on veut les faire cacher à l'épaisseur, tout est bien. Okay. On va avoir besoin de noisettes pour en mettre une à l'intérieur de chaque chocolat. On va recouvrir le chocolat qui aura durci au congélateur d'un embobage qui sera fait de 100 grammes de chocolat, 20 grammes d'amandes concassées, de noisettes, et 20 grammes d'huile, une cuillère à soupe en fait. On va prendre notre chocolat, nos 100 grammes de chocolat qu'on aura fait fondre. On va y rajouter le pralin, les 120 grammes, et la feuillantine. Et ça a l'air vraiment super simple, hein.
C'est très simple. Donc, on mélange et c'est tout. Et après, on obtient le chocolat. Après, on obtient le chocolat, exactement. Voilà. Alors, le secret, c'est peut-être de le mettre dans des moules ensuite en silicone, j'imagine, et au congélateur. Combien de temps au congélateur? 10 minutes, un quart d'heure. Combien on va faire de chocolat avec 100 grammes, voilà, avec cette quantité-là de chocolat qu'on voit? Tu as fait fondre 100 grammes de chocolat, ça donne combien de carrés de chocolat? Alors, moi, je prends un moule carré, avec des petits carrés, il y en a 12, ça le remplit entièrement. D'accord. D'accord. On peut prendre un bac à glaçons, si on n'a pas de moule, on peut prendre n'importe quelle forme, et ça le fait aussi. Maintenant, il y a les moules en époxy. Pardon, là, je ne conseille pas parce qu'on va avoir du mal à les démouler. Il va falloir faire un tempérage de chocolat, c'est pas la même chose. Des moules en silicone, c'est parfait. On verse notre mélange dans une poche à douille. Ça nous aide à verser comme il faut le chocolat. D'accord. Donc jusque-là, très facile, même un enfant de 4 ans peut le faire. Oui, 4 ans peut-être pas, mais enfin, ça dépend de la qualité de la maman. Hein. Alors, on va remplir nos moules. Okay. On va les remplir à moitié tout d'abord. Alors, à moitié, parce que quoi? Tu vas mettre la noisette dans le chocolat, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors, nos noisettes, on va d'abord les noisettes, nous avons choisi, on va les faire griller un peu au four, 150 degrés, à peu près 10 minutes. On va surveiller, parce qu'on ne veut pas que ça brûle très vite. Je mets mes noisettes et je recouvre mes moules jusqu'à ras-bord. Alors, bon, je ne les fais pas tous parce que ça va être un peu long, mais c'est le principe. Et on va tapoter pour faire sortir nos bulles d'air. Et éventuellement, se servir d'une spatule pour les égaliser à la surface, qu'on ait des chocolats bien carrés. OK? Et puis, alors, tout ça, ça rentre au congélateur pendant à peu près 15 minutes. 15 minutes, d'accord? OK, d'accord. 15 minutes. Alors, voilà ce que ça donne. J'en ai préparé à l'avance. On va prendre notre mélange de 100 g de chocolat, 20 g d'huile et 1 g d'amandes concassées. Et avec l'aide d'un cure-dent, on va piquer nos petits chocolats qui sont congelés, qui sont bien durs, et on va les tremper dans le mélange chocolat-amande. D'accord? Plusieurs fois. Donc, ce que ça donne, c'est assez gourmand. Et c'est vraiment le vrai Rocher Suchard, quoi. C'est le vrai Rocher Suchard. D'accord? Voilà. Et puis, on va le déposer sur notre plan de travail et ça va repartir au congélateur. Combien de temps? Pendant encore un quart d'heure à peu près. Voilà. Alors, bon, j'en avais fait un aussi avant l'émission, histoire de vous montrer la découpe. Je ne sais pas si dans celui-là, il y avait des noisettes ou pas. Je ne me souviens pas. Donc ça, c'est le chocolat après 2 passages au congélateur, c'est ça? Voilà, exactement. Un sans le petit pouille et un avec l'enrobage. Voilà, dans celui-là, il n'y a pas de noisettes, c'est pas grave. D'accord. Enfin, vous voyez les petites amandes, vous voyez la feuillantine, c'est craquant. Et puis, il y a le goût du pralin qui rappelle vraiment le Rocher Suchard. Ouais, c'est génial. Ça se garde combien de temps, Muriel? Ça se garde dans une boîte au congélateur. Il faut les garder au congélateur? Au frigo. Comme le chocolat n'est pas tempéré, alors il va avoir tendance à fondre assez rapidement, à être collant. Donc, il vaut mieux le garder dans un endroit frais. Et les manger tout de suite après. Oui, de toute façon, ça ne fait pas long feu en général. Bon, merci beaucoup, Muriel, en tout cas. Avec plaisir. Allez, à très bientôt. Ciao. À bientôt. Merci, Cathy. Voilà, j'espère que le programme vous a plu. Mettez vos masques toujours, encore. Ben oui, on est bien obligés, mais profitez de la vie. Voilà, ça recommence. On est très contents pour vous. On est très contents pour nous. À la semaine prochaine. Ciao.